Dans les courtes causeries que je dois consacrer à l'imagination matérielle des éléments, je voudrais chaque fois démontrer brièvement que les quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, qui ont si longtemps mis en ordre les pensées cosmologiques des philosophes et des alchimistes, demeurent de nos jours encore des centres d'images, des foyers centraux où l'imagination des poètes trouve une étrange raison d'unité. Autrement dit, les quatre éléments matériels sont chacun la base d'une imagination qu'on peut bien appeler une imagination matérielle, puisque cette imagination dépasse en quelque sorte la contemplation des formes et des couleurs pour rêver à des richesses et à des puissances au cœur même des choses, au cœur même du monde. Dans la dernière conférence, j'ai esquissé cette démonstration de la poésie des éléments en examinant une hiérarchie des images de l'eau. Je voudrais aujourd'hui refaire une démonstration toute parallèle à propos des images du feu. Pour le feu, comme pour l'eau, on peut d'abord faire état d'un accord unanime sur la poésie naturelle du feu. Avec le spectacle du feu, nous recevons une poésie exubérante, une poésie native, à laquelle aucune âme ne reste indifférente. Faut-il rappeler la rêverie devant la cheminée? Mais cette rêverie, à la fois si commune et si variée, il peut sembler qu'elle ne s'enchante que des couleurs éclatantes du feu, que de la vie de la flamme, que de la voix des bûches qui flambent. Et en effet, on trouverait d'innombrables poèmes où s'exalte cette poésie de la flamme. Mais il faut prouver, je veux prouver, que la poésie du feu reste superficielle si elle se borne à être descriptive et brillante. La valeur d'élémentarité d'une image poétique apparaîtra mieux si l'on prend une mesure de sa puissance en métaphore. Dans cette maîtrise des métaphores, le feu est roi et le poète est tout de suite l'incarnation de cette royauté. Voyons par exemple un grand rêveur en train de tisonner. Voyons Balzac passer devant son foyer de la rêverie nonchalante à la rêverie active. On pourra lire une belle page dans la courte nouvelle intitulée Études de femmes. Rastignac, le héros de Balzac, écoute la voix des bûches. Et puis, il excite du tison la bataille des flammes. Et la méditation devant la cheminée se termine par cette phrase qui peut être donnée comme une maxime de la poésie des éléments matériels. C'est Balzac qui parle. Oh, tisonner quand on aime, n'est-ce pas développer matériellement sa pensée? Comment mieux dire que tout ce qui brille, que tout ce qui s'excite, que tout ce qui se consume sous le coup de tison est une histoire de l'amour matériellement racontée. Ce seul mot matériellement qui vient sous la plume de Balzac est le témoignage de la forte inscription des rêveries dans un cycle d'images aux profondes racines. Nous sommes bien devant un dépassement de l'image pittoresque. Alors, l'imagination ne se contente pas d'un tableau, elle veut une figure de destin. Le feu est une telle figure de destin. Il naît, il meurt, il est un drame.
Et voici que, comme l'eau des profondeurs, le feu appelle un vertige. Il y a un vertige de feu, comme il y a un vertige de la mort dans l'eau. L'eau et le feu sont vraiment des patries de la mort. Le feu est la plus grande image, la plus complète image de l'anéantissement. Et pour ce vertige du feu, pour cet appel du bûcher, on peut, en souvenir de la mort d'Empédocle dans le cratère de l'Etna, retenir la désignation d'un complexe d'Empédocle. Un gros dossier d'images littéraires pourrait ici être exploité. Ne donnons qu'une page de George Sand, où l'exaltation de la mort dans les flammes est un clair exemple de l'imagination dépassant les images premières. Sollicité par le démon du volcan, le rêveur qu'est George Sand se donne près du sacrifice et il répond: me voici, enveloppe-moi dans tes bras de feu, comme un amant presse sa fiancée. J'ai mis le manteau rouge, je me suis paré de tes couleurs, revêt aussi ta brûlante robe de pourpre, couvre tes flammes de ces prix éclatants. Etna, viens, brise tes portes de basalte, vomis le bitume et le soufre, vomis la pierre, le métal et le feu. Et j'interprète: comment mieux dire que le rêveur de la mort dans la flamme mène un rêve cosmique, un rêve d'univers. Tout l'univers doit être mis en œuvre pour son total anéantissement. D'ailleurs, dans le sein du feu vivant, la mort est-elle la mort? Et le texte de George Sand continue: la mort ne saurait être dans cette région éthérée où tu me transportes. Mon corps fragile peut être consumé par le feu. Mon âme doit s'unir à ces éléments subtils dont tu es composé. Eh bien, dit l'esprit du volcan, en jetant sur le rêveur une partie de son manteau rouge, dis adieu à la vie des hommes et suis-moi dans celle des fantômes. Ainsi, dans la poésie exaltée, la figure du destin ultime est la mort dans le cosmos, par les forces du cosmos. Nous touchons là un trait fondamental de la poésie des éléments. En d'autres termes, les éléments matériels sont des forces cosmiques. Et pour ces forces cosmiques, la poésie a une sympathie de héros. Voici un autre texte qui montre bien lui aussi, qui mérite bien lui aussi d'être pris comme devise de la poésie des éléments. Comme Balzac, Charles Moron rêve en tisonnant son foyer. Ce n'est pas d'amour qu'il rêve, mais de force et de violence. Et tout de suite, sa rêverie monte au niveau cosmique, car il écrit cette ligne qui tient un infini de pensées et de songes. Voici ce que Moron écrit: je tisonne l'univers. Alors, la foyer domestique devient la fournaise d'un soleil ou d'un enfer. Comment mieux dire que la maîtrise d'un feu nous donne la conscience de posséder un pouvoir surhumain. En nous revit alors l'orgueil d'un Prométhée. L'imagination nous consacre héros cosmiques. La volonté de puissance s'exalte par l'imagination de puissance, toujours prête à outrer toutes les images de la force. D'ailleurs, soit dit en passant, la volonté de puissance est-elle autre chose que l'imagination d'une puissance imaginaire? Bien entendu, une encyclopédie des images du feu devrait ici accueillir les innombrables études des ethnologues.
on aurait à démêler tous les complexes d'images et d'expériences qui sont à l'origine de la découverte du feu. L'utilité n'explique pas tout, et en réfléchissant sur la beauté et sur la vie du feu, on comprendrait que le feu devait devenir l'objet d'un culte, l'élément matériel d'un culte, l'élément matériel riche de symbolisme liturgique foisonnant. Mais si nous utilisions cet immense arsenal des preuves, peut-être masquerions-nous le caractère particulier de notre présente recherche. En effet, ce que nous voulons mettre en lumière, c'est que la poésie actuelle, promotion d'une imagination naturelle, loin de toute expérience et de tout savoir, est animée et sans cesse réanimée par les images du feu. Autrement dit, les images cosmiques du feu ont une vitalité qui les fait réapparaître de tout temps, comme des fleurs du langage, comme des puissances d'expression pour toutes les passions humaines, pour les passions humaines dans leur conflit et dans leur ambivalence. Le feu associe les valeurs contraires. Il est céleste ou infernal, il est bienfaisant et destructeur, il est vie et mort. Dans notre dernière conférence sur l'eau, nous parlions des eaux de jouvence. L'image du phénix qui renaît de ses cendres donnerait lieu à des réflexions toutes parallèles. Pour beaucoup d'entre nous, l'image du phénix est une image sclérosée. Elle est devenue un concept. Mais si nous replacions ce concept dans son primitif champ d'image, en revivant les valeurs de purification, les mythes du renouvellement du soleil, les mythes du rajeunissement des feux, nous sentirions que quelque chose en nous revit dans ces lointaines images. Enfin, une psychanalyse de l'élément brûlant nous conduirait aisément à une dialectique du feu et de la chaleur. Avec quelle facilité cette dialectique du feu et de la chaleur symbolise-t-elle avec la dialectique du masculin et du féminin? De tels rapprochements ne peuvent être élucidés sans une étude des images fondamentales. Il peut sembler que la domination des caractères masculins qui appartiennent au feu déséquilibre un peu l'imagination du feu. Mais dans les profondeurs de la psychologie humaine, ce n'est pas toujours le pôle dominant qui a le succès, et l'on serait bien étonné si l'on poursuivait la recherche des images matérielles du côté des images de la chaleur obscure. On trouverait aisément une systématique de la chaleur diffuse, de la chaleur douce, de la chaleur si fidèle qu'elle est sans doute l'archétype de l'image de la féminité. On doublerait alors facilement tous les complexes du feu ardent, je veux dire les complexes de Prométhée, d'Empédocle, les complexes de Hoffmann, formulés devant l'eau de vie enflammée. À tous ces complexes, on opposerait la détente de la douce chaleur. L'œuvre entière d'un Novalis nous donnerait aisément une systématique de la chaleur douce, à côté des images si actives du feu, à côté des images qui incitent à l'action et à la violence. Nous aurions, avec Novalis, des images matérielles qui nous enseignent, avec la toute-puissance de l'imagination fondamentale, le repos et le bonheur.